Le troisième dossier, donc un patient âgé de 57 ans, avec comme antécédent personnel un tabagisme, une hypertension artérielle. Alors on précise son caractère récent. Bon, on verra si c'est utile pour la suite de l'énoncé. Donc c'est bizarre de préciser ça. Donc on l'entoure, traité par monothérapie. Donc bon, ça n'a pas l'air d'être une HTA très sévère. Donc le patient a eu un épisode d'hématurie macroscopique. Donc hématurie macroscopique, un symptôme important, avec une douleur lombaire contemporaine. Donc ça, c'était il y a une semaine. Et puis un traitement symptomatique a permis de la résolution de l'épisode. Et puis donc son médecin lui a prescrit une échographie. Et là, on découvre une tumeur du rein gauche. Donc là, d'emblée, on sent que ce dossier a pour thématique le cancer du rein. Alors, à l'interrogatoire, patient en bon état général, le patient est jeune, il n'a pas de signes fonctionnels urinaires, il ne se plaint pas de douleur depuis l'épisode, il n'y a pas eu de récidive douloureuse, ses urines sont claires, disparition de l'hématurie, l'examen clinique, bon, difficile de trouver quelque chose d'anormal qui puisse nous orienter. D'une manière générale, en cas d'hématurie macroscopique, l'examen clinique est relativement pauvre, sachant que la vessie et le rein, qui sont très souvent à l'origine de l'hématurie, sont quand même des organes difficilement palpables. Et donc, à la demande densitométrie abdominale, donc là, on nous livre une image. Et là, donc tout de suite, on voit que ce qui nous intéresse va se situer donc au niveau du rein gauche. Et là, manifestement, on voit le rein controlatéral. On voit bien la différence, on se doute qu'il se passe quelque chose au niveau du rein gauche. Alors, quelles sont les questions ? D'emblée, on comprend où on veut nous emmener. Décrivez la tumeur du rein gauche visible sur le cliché tomodensitométrique de l'abdomen. En cas de tumeur solide rénale, quel est le diagnostic anatomopathologique le plus probable ? Une biopsie percutanée de la tumeur serait-elle utile ? Alors ça demande des notions qu'on n'a pas forcément vues. Bon, on va essayer de réfléchir là-dessus par la suite. On est parfois un peu désarçonné par ce type de questions. Comment expliquez-vous la survenue des douleurs lombaires au moment de l'hématurie macroscopique ? Alors ça, je ne m'attendais pas forcément à cette question. Alors on va voir un petit peu comment on peut y répondre. Quels examens complémentaires prescrivez-vous aux patients ? Bon, là, on est dans le cas du cancer, donc là, on sent bien qu'il va falloir faire un bilan d'extension. Donc on note, pour ne pas l'oublier, extension. Et puis les examens complémentaires ne montrent pas d'extension à distance. Voilà, donc là on a la confirmation, on sait que ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Quel traitement proposez-vous ? Si la tumeur avait été polaire inférieure périphérique d'un diamètre de 3, auriez-vous proposé le même traitement ? Donc là, sinon lequel ? Donc là ça fait appel à des notions. Là on va voir ensemble. Difficile de voir à travers l'énoncé. Peut-il exister un lien entre l'HTA et la tumeur rénale ? Alors là, HTA, tumeur rénale, on sait que les tumeurs du rein peuvent donner des signes un petit peu qui sont pas directement comme ça en rapport avec la tumeur. Donc oui, il peut peut-être y avoir on verra ça après. Alors, première question, on sait que à l'internat, on aime bien donner des images. Depuis quelques années, on demande d'écrire des images radiologiques. Alors c'est toujours discutable de donner une seule planche d'un scanner, puisque en général un scanner ou une tomodensitométrie s'interprète sur l'intégralité des coupes, mais il est très fréquent donc d'être amené, encore une fois cette année on a donné un scanner du rein, il est capital de pouvoir se sortir de ce type de questions. Alors, première chose, c'est il ne faut décrire que ce qu'on voit, et puis il faut quand même utiliser les notions que l'on peut avoir sur le cancer du rein. Alors, quelles sont les réponses attendues ? Alors, la réponse attendue est la suivante. Il s'agit d'une masse, un syndrome de masse, on pourrait même préciser masse tissulaire, on peut peut-être ajouter tissulaire, occupant la quasi-totalité du rein gauche. Donc ça, on va revoir ensemble l'image, ça paraissait évident. Au contour irrégulier, au contenu tissulaire, c'était précisé ici, hétérogène, rehaussé par le produit de contraste, d'un diamètre d'environ 8 cm,
hein. Donc on va voir comment ça a été calculé. Le rein est déformé et les cavités excrétrices sont invisibles. Envahissement probable de la graisse périrénale et des cavités excrétrices. Donc vous voyez qu'on peut dire beaucoup de choses sur cet examen tomodensitométrique et on va le revoir ensemble. Alors, on va le voir, 5 items, hein, ça vous sera rappelé sur la diapositive tout à l'heure. 5 items sont à remplir. Le premier, quand on vous donne une image, c'est de dire où se trouve la tumeur. Donc la tumeur se trouve à l'intérieur du rein gauche. Hein, là, ça paraît évident. Donc elle est à l'intérieur du rein gauche. Bon. Alors, ce que l'on veut, c'est décrire cette tumeur. Donc à la limite, tout ce qui est autour, ça ne nous intéresse pas. Il faut se concentrer sur la tumeur. Donc, la tumeur du rein, bon, il n'y a pas besoin d'être savant pour savoir que ces tumeurs, en général, elles sont irrégulières. Donc on va décrire, après avoir localisé la tumeur, on va décrire ses contours. Et on voit bien que ces contours, on a du mal à les définir. Ils sont à peu près, on voit bien qu'on a au total une tumeur qui est très irrégulière. Ensuite, on va décrire son contenu. On voit bien que son contenu est hétérogène. Là, c'est bien rehaussé par le produit de contraste. Là, c'est faiblement rehaussé. Donc, on voit bien qu'on a un contenu qui est hétérogène. Ensuite, on vous a mis ici sur le côté, donc soyez bien attentifs sur les scanners, une échelle centimétrique. D'accord ? Donc, vous pouvez utiliser cette échelle centimétrique pour mesurer le grand axe de la tumeur qui devrait se situer à peu près ici. Hein, donc, c'est comme ça que l'on arrive à peu près à calculer les 8 cm. Hein. Donc, on localise la tumeur, on donne ses contours, on donne son contenu, on donne sa dimension, et puis on finit par le retentissement local de la tumeur. On a le rein droit contralatéral. On voit bien qu'apparemment sa capsule ici, on fait un examen comparatif. On essaie d'utiliser le rein contralatéral pour affiner notre analyse. Donc ici, on voit bien que la capsule du rein paraît envahie. Hein. Le rein normal, si je le mets ici en vert, le rein normal, il serait à peu près de cette façon. Donc on voit bien ici que la capsule est complètement envahie. Au-delà de la capsule, on a la graisse périrénale. Donc on peut a priori parler d'un envahissement de la graisse périrénale. Et puis les cavités excrétrices qui sont à peine visibles ici, elles sont complètement envahies. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait, avec un minimum de connaissances, se sortir de ce type de dossier, de ce type d'analyse, avec la description de 5 items. Et ça, c'est valable quelle que soit la localisation de la masse, que ce soit dans le poumon, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le foie. Si vous remplissez ces 5 items, vous vous en sortirez. D'accord ? Donc, la localisation au niveau du rein, on parle souvent de pôle, on parle souvent d'un pôle supérieur, d'un pôle inférieur. Ici, on a la quasi-totalité du rein qui est envahie. Les contours, ça c'est systématique, hein. On voit si des contours sont réguliers, irréguliers. À partir de là, évidemment, on est dans une pathologie cancéreuse, donc on va parler de contours irréguliers. Le contenu sera a priori hétérogène. Et puis les dimensions, donc faites bien attention à la petite échelle centimétrique qui peut vous être donnée. Et puis le retentissement local de la tumeur. Si vous faites ça, vous n'oubliez aucun item et vous ne pouvez pas passer à côté des points. Donc quelques commentaires sur la réponse numéro 1. Donc les tumeurs malignes du rein ont un contour irrégulier, hein, par définition. Hein, les cancers ont très souvent des contours irréguliers, un contenu hétérogène, souvent rehaussé par l'injection de produits de contraste parce que ce sont des tumeurs qui sont hypervascularisées. Donc ça, c'est assez spécifique aux tumeurs du rein. Hein, il y a une néoangiogénèse qui est très importante dans ces tumeurs et donc elles sont hypervascularisées et sont très rehaussées par le produit de contraste. C'est ce qui permet d'en faire souvent la différence avec des tumeurs bénignes. Localement, elles peuvent envahir la capsule, la graisse, voire la veine rénale et les voies excrétrices. Hein. C'est pour ça que le patient a une hématurie macroscopique, c'est parce qu'il y a un envahissement de la voie excrétrice et donc après un saignement qui se fait dans les voies excrétrices. L'absence de rehaussement
n'élimine surtout pas, surtout dans les tumeurs volumineuses, une tumeur maligne, puisque ces tumeurs ont la particularité ensuite, très souvent, de se nécroser en leur centre et d'avoir cette hypervascularisation qui se fait plutôt vers la périphérie. Donc l'absence de rehaussement central signifie tout simplement une nécrose tumorale et n'élimine pas une pathologie tumorale maligne. Question numéro 2. En cas de tumeur solide rénale, quel est le diagnostic anatomopathologique le plus probable? Donc là, il n'y a pas de moyen de se rattacher, de se raccrocher à l'énoncé. Il faut avoir des connaissances. Et ces connaissances sont assez basiques en termes de tumeurs du rein. Il faut absolument connaître l'adénocarcinome rénal à cellules claires. Ça, s'il y a un type histologique à connaître, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que, et c'est l'essentiel de mon commentaire, en cas de tumeur solide d'un diamètre supérieur à 4 cm, c'est notre cas, eh bien, la fréquence du carcinome rénal à cellules claires est de 80%. Quand on a un type histologique, alors certes, les tumeurs rénales peuvent être de nombreux types, mais quand on a un type histologique qui représente 80% des tumeurs, il est évident qu'on peut vous le demander. Et donc on a ici une tumeur typique à l'intérieur du parenchyme rénal. Donc ici, on a le rein qui a été coupé pour un examen histologique. Et puis, on voit cette tumeur jaune chamois. Et ici, on a un petit centre nécrotique assez caractéristique donc, des tumeurs rénales à cellules claires. Alors, une biopsie percutanée de la tumeur serait-elle utile, justifiée? Alors là, c'est une question qui nous a un petit peu surpris. Pourquoi est-ce que l'on nous demanderait de faire une biopsie rénale? Alors là, il faut un petit peu s'arrêter sur le... Donc on vient de nous demander de caractériser la tumeur. On a bien en tête que c'est une tumeur qui est volumineuse, irrégulière, qui occupe la quasi-totalité du rein. Le rein est complètement envahi. Elle avait tous les critères d'une tumeur maligne. Ensuite, on a quelques notions quand même sur la question. On sait que le traitement en général est chirurgical, donc on ne voit pas d'autre issue pour ce patient qu'une ablation du rein. Donc par conséquent, la biopsie de la tumeur n'a aucun intérêt puisqu'elle ne modifierait aucunement la prise en charge thérapeutique de ce patient. Donc, pas de biopsie rénale dans ce cas-là. On sait que la biopsie rénale peut être indiquée sur des tumeurs qui sont petites, moins de 4 cm de diamètre, parce que dans ce cas, la fréquence des tumeurs bénignes augmente. Elle est d'environ 30-40%. C'est difficile, c'est variable suivant les séries. Donc effectivement, on peut se dire que si l'on a une attitude chirurgicale systématique, eh bien dans 30% des cas, presque une fois sur 3, on va opérer le patient alors que la tumeur était bénigne. Donc là, on peut concevoir que la biopsie a un intérêt, mais elle n'a de valeur que si elle est positive. Si on n'a pas de matériel suffisamment exploitable, eh bien on ne peut rien en conclure. Et il existait un vieux dogme qui disait que les aiguilles pouvaient ensemencer le trajet de la ponction. On pouvait avoir un ensemencement tumoral. C'était peut-être le cas il y a quelques années, mais maintenant les aiguilles que l'on utilise sont protégées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre ce qui est prélevé à l'intérieur de l'organe et le tissu traversé. Le prélèvement chemine à l'intérieur de l'aiguille sans risque de contamination et d'ensemencement. Donc on pourrait l'envisager chez ce patient et éventuellement la biopsie, mais on a vu qu'elle n'avait pas d'indication. C'est techniquement faisable, mais il n'y a pas d'indication. Alors comment expliquez-vous la survenue des douleurs lombaires au moment de l'hématurie macroscopique? Donc là on est un petit peu surpris. Pourquoi des douleurs dans le cadre du cancer? Alors très souvent, les étudiants tombent dans le piège et oublient leurs questions sur la colique néphrétique. Alors, je pense que le mot-clé que l'on peut attendre, c'est effectivement colique néphrétique gauche, même si dans l'énoncé, on vous parle simplement d'une lombalgie. Pourquoi est-ce qu'on a une colique néphrétique? Alors, colique néphrétique, on pense systématiquement à calcul, on l'a vu dans le dossier précédent, mais il faut quand même, dans cette question, revoir les autres possibilités de colique néphrétique. Eh bien, l'une des possibilités, c'est un caillotage de la voie excrétrice. On sait que le patient, au cours de son hématurie macroscopique, a un épisode douloureux. Eh bien, la douleur est due à l'évacuation de caillots dans la voie excrétrice qui mettent en tension la voie excrétrice puisque la viscosité du sang et des caillots est plus importante que l'urine, ce qui fait qu'on a une mise en tension, comme pour la colique néphrétique,
de la capsule rénale, et donc on peut avoir des douleurs. Il est évident aussi que dans le cadre de ce patient, vu le volume tumoral, on peut discuter des douleurs liées à l'extension extra-rénale de cette tumeur, mais très fréquemment, dans le cadre des tumeurs du rein, eh bien, ce sont les caillots qui, au cours de l'hématurie macroscopique, donc, représentent un obstacle intraluminal et qui sont donc à l'origine de la colique néphrétique, et pas la tumeur à proprement parler, mais sa conséquence, donc, qui est l'envahissement de la voie excrétrice et l'hématurie. Alors, dans le cadre de ce dossier, on a comme découverte fortuite, je dirais l'hématurie et la douleur lombaire. On sait à l'heure actuelle que la circonstance de découverte la plus fréquente, c'est la découverte fortuite lors d'un examen d'imagerie et principalement l'échographie abdominale qui est faite pour une autre raison, des douleurs non étiquetées, un examen de la voie biliaire. Et donc on est amené à visualiser les reins dans un cadre systématique et puis on va donc découvrir des tumeurs du rein et ces découvertes fortuites représente quand même 50% des circonstances de découverte. Donc ça, il faut absolument que vous le sachiez. Ça a considérablement modifié la prise en charge des cancers puisque ça permet d'avoir des cancers de petite taille à traiter, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on avait souvent des tumeurs relativement évoluées qui pouvaient donner une hématurie, des douleurs lombaires ou un contact lombaire. Donc on voit tout de suite qu'on a une énorme différence en termes ensuite de pronostic et de traitement, très souvent, entre ces circonstances de découverte. Et puis lorsque la tumeur est découverte sur des métastases ou des symptômes généraux comme un amaigrissement ou un syndrome inflammatoire, eh bien là aussi, souvent, ce sont des tumeurs qui sont déjà assez évoluées. Donc on voit bien que ces examens, ces prescriptions larges d'examens complémentaires ont amené, notamment donc d'échographie abdominale, à modifier le pronostic de ce cancer du rein. Quels examens complémentaires prescrire aux patients? Donc on avait dans un coin de la tête la nécessité d'un bilan d'extension donc que l'on va réaliser, que l'on va demander. Un bilan d'extension, on ouvre les tiroirs, comprend un bilan d'extension loco-régional, un bilan d'extension général. Donc le bilan d'extension loco-régional d'un cancer du rein comprend l'examen clé, c'est la tomodensitométrie abdominale ou l'uroscanner, que le patient a déjà apporté. Donc sur cet uroscanner, on peut avoir un doute sur un envahissement veineux, donc un envahissement de la veine rénale, voire de la veine cave inférieure. C'est exceptionnel qu'il y ait des signes cliniques d'appel de cet envahissement veineux. C'est très souvent lors de l'examen tomodensitométrique que l'on peut avoir ce doute. Et dans ce cas, il faut réaliser un examen, donc une IRM abdominale avec des coupes frontales ou un écho-doppler de la veine rénale et de la veine cave inférieure, donc qui vont permettre de préciser l'extension du thrombus de façon plus précise que la tomodensitométrie. Ensuite, on va faire un bilan d'extension générale. Donc là aussi, il faut avoir des notions sur les sites métastatiques privilégiés du cancer du rein. Et l'on sait que le premier site métastatique, c'est le poumon. Donc, évidemment, le premier examen que l'on va prescrire de façon systématique, c'est la tomodensitométrie thoracique. Ensuite, la scintigraphie osseuse et la tomodensitométrie cérébrale sont des examens qui sont faits uniquement en cas de signe d'appel. Le deuxième site métastatique, ce sont les ganglions. Donc les ganglions, ils sont évalués par la tomodensitométrie abdominale et par la tomodensitométrie thoracique. Donc ensuite, on a l'os, le cerveau. Donc je vous disais, ces deux sites métastatiques sont très rarement isolés. Très souvent, on a des métastases osseuses et cérébrales lorsque l'on a déjà des métastases pulmonaires et ganglionnaires. Et donc, ces examens, la scintigraphie osseuse et la tomodensitométrie cérébrale, sont très souvent réalisés, s'il existe des signes d'appel cliniques qui sont plutôt rares, mais pourront être demandés s'il existe déjà donc, des patients avec beaucoup de métastases
autres pour avoir un bilan d'extension complet, et ça peut ensuite conditionner les protocoles thérapeutiques dans lesquels les patients peuvent être inclus. Ensuite, donc, on va demander un bilan biologique. Hein. On sait que le cancer du rein peut donner une inflammation et que pour la suite de la surveillance, avoir une VS ou CRP de référence peut être utile. La calcémie, hein, ça fait partie, le cancer du rein peut se compliquer d'une hypercalcémie. Et puis on sait que le cancer du rein est principalement traité par la chirurgie, donc on va demander un bilan préopératoire. On parle souvent, donc, en termes de cancérologie, d'un bilan pré-thérapeutique qui va comporter donc, le bilan préopératoire standard, donc, à ne pas oublier. Hein, ça c'est très important, on perd facilement des points là-dessus. Alors les examens complémentaires donc, comportent un bilan d'extension loco-régional et général et un bilan pré-thérapeutique. Hein, donc tout ça, il faut l'avoir en tête, il faut ouvrir ces tiroirs dans les dossiers de cancérologie, ça c'est systématique. Et puis, donc, le thrombus veineux, c'est une des particularités du cancer du rein. Le thrombus veineux, sa recherche n'est pas systématique. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle est suspectée sur la TDM. Et puis, l'IRM ou l'échographie. Hein. L'échographie, c'est un examen qui est opérateur dépendant. Donc, très souvent, on aime bien avoir une IRM abdominale qui permet pour tout le monde de visualiser le niveau supérieur du thrombus. Et ce niveau supérieur du thrombus peut être variable. Hein. Vous savez que lorsque l'on a un envahissement de la veine cave inférieure, eh bien, le thrombus peut remonter jusque dans les cavités cardiaques droites et dans l'atrium droit. Et donc, le niveau supérieur, la connaissance du niveau supérieur du thrombus conditionne bien évidemment la technique chirurgicale de l'exérèse du thrombus lorsqu'une indication chirurgicale est retenue. Alors, les examens complémentaires ne montrent pas d'extension à distance. Quel traitement proposez-vous? Donc ça, c'est le meilleur cas pour le patient, bien évidemment. On est face à une volumineuse tumeur rénale, mais sans extension ganglionnaire ou thoracique, et donc, ou voire à distance, hein, mais en pratique, je pense que chez ce patient, on aura déjà demandé un scanner thoracique en plus du scanner abdominal. Et donc, le traitement, c'est un traitement chirurgical. Hein, ça, c'est capital. C'est à l'heure actuelle le seul traitement curatif qui existe dans le cancer du rein, c'est la chirurgie. Hein, il n'y a pas d'autre traitement curatif qui soit validé. Donc, c'est un traitement à visée curatrice. Et donc, il est important de préciser, hein, lorsqu'on parle d'un traitement chirurgical, quelle est la nature de ce traitement. Et donc, on va pratiquer une néphrectomie qui va être totale, qui va être élargie et qui va se faire du côté gauche. 4 items. Et on peut facilement, en oubliant un de ces items, perdre des points. Alors, on va les voir, ces items. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'une néphrectomie totale? La néphrectomie totale, c'est l'exérèse de la totalité du rein, puisqu'on va voir dans la question suivante que l'on peut envisager de faire des néphrectomies qui sont partielles, où on retire une partie du rein, ou une néphrectomie totale, dans le cas présent, où on va retirer la totalité du rein. Elle est élargie à quoi? Elle est élargie à la graisse périrénale et au fascia rénal. Chirurgicalement, lorsque l'on veut faire une néphrectomie élargie, on ne passe pas au contact du rein, mais on va passer en dehors du fascia rénal qui entoure le rein. C'est pour cela que l'on va emporter la graisse périrénale et que l'on peut emporter la glande surrénale. Ça n'est pas systématique. À l'heure actuelle, il y a un consensus. On ne la conserve dans la majorité des cas, sauf si la tumeur est polaire supérieure. Dans ce cas, elle se trouve au contact très souvent de la surrénale et donc il est préférable de la retirer pour éviter une récidive tumorale à son niveau. Et s'il est envahi, c'est évident qu'il faut la retirer en même temps. Voilà. Ici, c'est pour vous présenter une pièce de néphrectomie. Alors, c'est une pièce de néphrectomie qui a déjà été travaillée, puisqu'on a retiré la graisse périrénale et le fascia. Et on ne voit ici donc que ici, la capsule du rein. Et donc, ici, cette volumineuse tumeur du rein qui va être analysée. Hein, elle ne correspond pas à la tumeur qui a été visualisée sur le scanner, mais vous voyez ensuite, c'est un bon exemple de pièce opératoire qui est ensuite analysée. Donc là, on voit qu'il va y avoir un envahissement de la capsule. La graisse périrénale a vraisemblablement été isolée à côté pour savoir si elle en a un envahissement tumoral. En revanche, le hile du rein paraît épargné et a priori, il n'y a pas d'envahissement de la voie excrétrice sur cette pièce opératoire.
Alors, si la tumeur avait été polaire inférieure périphérique d'un diamètre de 3,2 cm, auriez-vous proposé le même traitement? Sinon, lequel? Ça, c'est une question importante. On a dans les ouvrages la référence de la néphrectomie totale élargie, mais cette néphrectomie totale élargie est un traitement de référence, certes, mais est un traitement de référence pour les tumeurs de plus de 4 cm, et ça c'est bien validé. Pour les tumeurs de moins de 4 cm, maintenant, la chirurgie partielle a toute sa place. Donc non, on ne va pas proposer une néphrectomie totale élargie si la tumeur fait moins de 4 cm et si elle est périphérique. Donc le traitement chirurgical aurait été différent et conservateur. Conservateur, pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire une néphrectomie totale. Non, on va faire une néphrectomie partielle. Ça, c'est capital. Donc on parle de néphrectomie partielle et on précise encore une fois le côté pour ne pas perdre de points. Donc on aurait proposé une néphrectomie partielle gauche dans ce cas. Maintenant, c'est bien validé. En cas de tumeur de moins de 4 cm de diamètre, le traitement conservateur de principe doit être proposé. De principe, ça veut dire quoi? C'est que ça n'est pas un traitement de nécessité. Très souvent, cette chirurgie partielle s'est développée chez des patients qui étaient porteurs d'un seul rein, et donc par conséquent, on était bien obligé de conserver une partie du rein restant, sinon le patient allait être dialysé. Par conséquent, chez ces patients, on a été amené à faire de la chirurgie partielle et on a vu que le pronostic n'était pas modifié. Donc on a par la suite étendu ce traitement conservateur aux patients qui avaient 2 reins. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'un traitement conservateur de principe, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Et donc le traitement conservateur de principe consiste à réaliser l'exérèse de la tumeur en emportant un petit parenchyme rénal de sécurité autour de la tumeur. Et donc on voit ici sur cette vue opératoire, alors ici ce n'est pas la tumeur que l'on visualise, mais c'est le produit hémostatique que l'on interpose une fois que l'on a retiré la tumeur. Le rein est plicaturé sur lui-même, on essaie de rapprocher les bords, on interpose un produit hémostatique, on sait que le rein est très largement vascularisé, c'est pour ça que pendant l'opération, l'opérateur a mis en place ici un petit lac autour de l'artère rénale, ce qui fait qu'en cas de saignement trop important, il pourra clamper son artère de façon à pouvoir parfaire son hémostase. Donc cette chirurgie partielle du rein est en plein développement, donc il est indispensable de connaître ces indications actuelles. Peut-il exister un lien entre l'HTA et la tumeur rénale? Si oui, lequel? Donc là, ça fait appel à des notions de cours. On est bien obligé de connaître, dans la question sur les tumeurs du rein, les syndromes paranéoplasiques. Alors oui, il peut exister un rapport. L'hypertension artérielle, il est vrai dans le cas du patient, a de fortes chances, du fait de la fréquence, d'être une hypertension artérielle essentielle. Mais il peut exister un rapport, même si ça ne va pas avoir de conséquences pratiques pour le patient. Et quel peut-il être? Donc oui, il y a un rapport et il peut s'agir d'un syndrome paranéoplasique. Qu'est-ce qu'un syndrome paranéoplasique? On va le voir dans les commentaires. C'est un ensemble de symptômes, donc cliniques ou d'anomalies biologiques, disparates. C'est vrai qu'on est parfois un peu surpris parce que la sémiologie n'a aucun rapport direct avec la tumeur et qui surviennent au cours de l'évolution d'un cancer. Les syndromes paranéoplasiques sont rares dans les cancers du rein, mais ils sont très souvent rencontrés dans les dossiers. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. C'est moins de 5% des cancers du rein. Ils sont non spécifiques, et donc dans la plupart des cas, ils disparaissent après la néphrectomie et c'est plutôt bon signe, puisque s'ils disparaissent, ça veut dire qu'il n'y a pas de métastase pouvant entretenir ce syndrome paranéoplasique. Alors, les syndromes paranéoplasiques dans le cancer du rein, quels sont-ils? Le premier, alors ils sont classés par ordre, donc il faut retenir l'anémie. L'anémie qui est une anémie inflammatoire, normochrome, normocytaire, arégénérative. C'est l'anémie inflammatoire type. Pourquoi? Parce que le syndrome inflammatoire est fréquent dans le cadre des syndromes paranéoplasiques du rein et donc il peut s'accompagner d'un amaigrissement. Alors l'hypertension artérielle, vous voyez qu'elle elle représente 25%
des syndromes paranéoplasiques, donc c'est quelque chose que l'on peut fréquemment rencontrer. Et dans ce dossier, l'apparition d'une hypertension artérielle récente, rattachée à cette volumineuse tumeur du rein, pourrait être évoquée. Ce sont les tumeurs du rein qui sécrètent de la rénine qui pourrait être à l'origine de cette hypertension artérielle. Et puis donc on retrouve l'hypercalcémie, donc on avait dosé le calcium dans le bilan tout à l'heure, et puis la fièvre, la polyglobulie. La polyglobulie, c'est assez classique, c'est un syndrome paranéoplasique qui est fréquemment noté. Vous voyez qu'il est quand même très rare, et il est lié à une sécrétion d'érythropoïétine par la tumeur. Enfin, le syndrome de Stauffer, avec un S majuscule, ce syndrome de Stauffer qui est une hépatomégalie non métastatique qui peut s'accompagner d'une cholestase, d'un syndrome cholestatique anictérique. Effectivement, on peut avoir une hépatomégalie sans métastase à l'intérieur du foie qui disparaît après la néphrectomie. Bien faire attention, les métastases hépatiques sont exceptionnelles dans le cancer du rein, donc il ne faut pas mélanger syndrome de Stauffer et éventuelles métastases hépatiques. Donc la prise en charge du cancer du rein à l'heure actuelle est essentiellement chirurgicale dans un traitement à visée curative. En revanche, se développe à l'heure actuelle, mais c'est encore trop tôt, je pense, pour en parler dans des dossiers d'internat, des techniques, des traitements anti-angiogéniques, donc qui sont des nouveaux médicaments. Vous savez que dans le cadre des cancers du rein, beaucoup de traitements complémentaires à la chirurgie ont été essayés lorsque les tumeurs sont étendues, lorsque les tumeurs sont métastatiques. La radiothérapie, la chimiothérapie, l'immunothérapie ont été essayées jusqu'à présent sans succès. À l'heure actuelle se développent des traitements anti-angiogéniques qui ont pour but de limiter l'expansion des tumeurs et d'entraîner leur nécrose en empêchant leur hypervascularisation. Ces traitements sont encore en cours d'évaluation. Ils semblent prometteurs, mais c'est toujours le cas avec les nouveaux traitements. Donc il est encore trop tôt pour pouvoir en parler de façon systématique dans un dossier d'internat. Donc je pense que la chirurgie garde sa place, elle est bien codifiée, ces indications sont reconnues, il existe un certain consensus là-dessus, et donc on a vu les principales indications dans ce dossier. Je vous remercie.